J'ai pris la place de personne. J'ai commencé à la plonge pendant des mois. J'ai fait tous les postes en 6 ans avant de monter comme DG. Tu dois te faire respecter des équipes. Tu dois savoir comment se passe le travail tout en bas de la chaîne. Les 3 règles en immobilier, c'est 1. Localisation. Localisation, oui. 2. Localisation. Et 3. Localisation. J'ai bien senti ce qui fonctionnait pas. Et en fait, j'ai adapté le business model. J'ai changé littéralement tout, de A à Z au sein de l'établissement. Avec plus de services, plus d'expérience, être extrêmement différent, j'ai eu 60% de mon équipe à dos, d'un jour à l'autre. Ils se sont tous mis contre moi, ils m'ont vraiment poussé à bout et je me suis relevée de ça en doublant, triplant, quadruplant le chiffre d'affaires. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Pauline, une entrepreneure, une vraie businesswoman qui est à la tête de plusieurs entreprises. Pauline, bonjour. Bonjour Fabio. Comment vas-tu ? Toujours très bien, et toi ? En pleine forme. Pleine forme. Tu amènes beaucoup de couleurs sur ce plateau et ça fait vraiment plaisir de t'avoir ici avec nous. Pauline, on est ici pour parler de ton parcours, pour parler de tout ce que tu entreprends au quotidien, tes business, la famille, etc. Amener de la motivation aux femmes qui vont écouter aussi cet épisode. Et bref, on va voyager un petit peu ici pendant une bonne petite heure. Du coup, Pauline, toi, tu as plusieurs entreprises. Tu en as une, la principale, celle que tu t'occupes principalement, c'est dans l'hôtellerie, domaine des Hauts-de-Fagne. La deuxième que tu gères avec ton frère, qui est une agence web où vous accompagnez plus de 3000 clients dans le web. Ça s'appelle Localizy. Oui. Tu as aussi un ou plusieurs logements en Italie, dans la région des Pouilles. Très belle région au passage. Et puis quelques autres entreprises familiales. Pauline, je vais te laisser te présenter. La parole est à toi. Merci Fabio. Donc moi j'ai 31 ans, je suis belge d'origine italienne. J'ai commencé dans le milieu entrepreneuriat depuis toujours parce qu'en fait je pense que c'est dans le sang de toute la famille. Quelle a été l'histoire finalement ? Mon père est arrivé d'Italie il y a déjà maintenant une 40aine d'années. Il est arrivé avec, comme il le disait très bien, 50 francs en poche. Voilà. Et puis, il a adoré la Belgique et il s'est dit, moi, ici, je veux faire quelque chose d'incroyable. Et c'est là que, finalement, ils ont tous créé diverses entreprises. Aujourd'hui, c'est une dizaine d'entreprises dans la famille, plus ou moins 300 salariés actifs dans divers secteurs. Et en effet, moi, je m'occupe principalement d'un des derniers bébés de la famille, qui est donc le domaine des Hauts-de-Fagne, un hôtel 4 étoiles et spa dans les Fagnes, donc dans la nature belge. C'est un établissement qu'on a repris en 2009. Ça a été un challenge incroyable puisque c'est un établissement qui n'existait pas. Donc en fait, on a racheté un hôtel qui était juste en faillite et laissé à l'abandon. Et en fait, moi, je me suis dit, OK, ici, je vais en faire le plus bel hôtel de Belgique. Et c'est comme ça que toute l'histoire a commencé, finalement, depuis 2009. Quelques années après, avec mon frère, on a lancé une start-up, donc une agence web marketing qui s'appelle Localizy Web Agency. C'est une agence qui a tout de suite très bien fonctionné parce qu'en fait mon frère l'a lancé, il était encore mineur, donc c'est vrai que du coup comme tu le vois, déjà très jeune il avait aussi envie de faire quelque chose et donc voilà on a gagné pas mal de prix avec cette agence comme le prix Marcourt, le prix de l'idée en or belge, etc. Et puis hop ça a grandi. Aujourd'hui, c'est 2 belles sociétés. Au niveau du domaine des Hauts-de-Fagne, on a entre 80 et 100 personnes. Chez Localizy et Produits Web, 40-50 en fonction un peu des moments. Chacun a vraiment sa société en physique. Et moi, en effet, c'est plus le domaine des Hauts-de-Fagne. Eh bien, c'est très, très beau. Bravo le papa aussi, qui est arrivé ici avec, comme beaucoup d'Italiens à l'époque. Beaucoup. Voilà. Et bien d'autres personnes aussi. Ouais. Je pense que cette hargne, en fait, finalement, tout vient de là, cette passion, cette hargne. Tu sais, moi, l'histoire de ma famille, quand ils en parlent, tu as toujours la larme à l'œil, finalement, parce qu'ils sont arrivés avec rien du tout. Ils sont arrivés dans des wagons de train, en ayant juste rien. Ils se partageaient les vêtements du plus âgé au plus jeune, avec les grands-parents, qui, lui, le nono travaillait dans la mine, la maman qui s'occupait de la famille, mais qui n'a jamais arrêté de travailler. Je n'ai jamais vu ma nonna dans le fauteuil. Ça a toujours été bosser 12 heures par jour pour sa grande famille. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a fait 5 enfants, qui sont tous entrepreneurs. Et donc, c'est ce que je te dis, Fabien, on a ça vraiment dans le sang depuis toujours. Incroyable. Et comment, en 2009, qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents, ou en tout cas votre famille, avant de vous lancer dans le domaine de l'hôtellerie ?
Alors en fait, c'est une question super pertinente parce qu'ils n'ont jamais travaillé dans le domaine de l'hôtellerie. Donc moi, mon père, il est expert comptable, expert fiscal. Donc il a un bureau d'une 50aine de collaborateurs. Donc il fait gagner de l'argent aux gens. C'est clairement ça son métier. Donc évidemment, il est à la source en termes de business. C'est quelqu'un d'extrêmement visionnaire. C'est mon mentor. C'est lui qui m'a tout appris. Évidemment, j'apprends encore tous les jours. Sinon, ce serait trop facile. Et donc en fait, il a toujours senti les affaires parce que finalement, les affaires, c'est ça. C'est les sentir avant les autres et directement être très rapide pour, ferrer le dossier et aller beaucoup plus loin, donc anticiper la demande. Et cet établissement, le domaine des Hauts-de-Fagne, avait été abandonné. Mais si tu vois vraiment l'hôtel, il est au cœur de la réserve naturelle des Hauts-de-Fagne. C'est l'hôtel le plus haut de Belgique. Alors, c'est clair que l'altitude n'est pas spécialement très haute, mais quand il va, directement, tu voyages, en fait. Et donc là, il s'est dit, le potentiel est juste dingue. Et ça démarre d'une balade dans les bois où il a juste vu cet établissement qui était à vendre. Incroyable. 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 Et tu faisais quoi, toi, avant de t'occuper de cet hôtel? Alors moi, comme j'ai dit dans d'autres podcasts, j'ai eu un parcours scolaire assez compliqué dans le sens où moi, à l'école, je m'ennuyais. Je m'ennuyais vraiment, j'adhérais pas du tout avec les professeurs. T'apprends pas une langue en étudiant DTP. Je pense qu'il y a un vrai retard sur la manière d'enseigner, sur la qualité aussi de ce qu'on t'apprend. C'est toujours très décalé du monde réel. Et donc, j'ai raté. J'étais dans une école catholique, rien d'extraordinaire. Et en fait, mes parents m'ont dit, on t'a interdit de rater, en fait. Tu peux absolument pas rater, tu as des capacités énormes. Et en fait, j'avais la possibilité, et c'est une énorme chance, d'aller en école privée. Et je suis arrivée en école privée. Donc là, je suis partie de Liège sur Bruxelles. Donc j'étais très jeune, Fabio, j'avais 14 ans. 14 ans. Voilà, donc j'ai été dans une famille d'accueil, etc., qui s'occupait de moi parce qu'à 14 ans, on ne laisse pas une jeune fille en ville, d'accord? Et en fait, tous mes professeurs à l'époque étaient tous des personnes d'affaires avec de la réelle pertinence dans leurs propos. Et donc finalement, j'ai accroché dans cette école. J'ai terminé toutes mes secondaires là-bas. Et donc, ça m'a remis vraiment sur un droit chemin. Et ensuite, j'ai fait les cours Florent pendant 1 an parce que j'adore la comédie, j'adore parler, j'adore raconter. Et c'est un décès dans la famille assez proche qui a fait que j'ai dû revenir en Belgique. Et puis, l'hôtel a été racheté, mais il me manquait les langues. Et là, mon père m'a dit, OK, il te manque les langues? Pas de souci. Tu vas partir aux États-Unis, tu vas les étudier. Et donc, finalement, je suis restée 1 an et demi en Floride et j'ai appris l'anglais. Et puis, il était temps de rentrer, de commencer vraiment dans la vie réelle. Ok, donc tu es parti aux États-Unis sous la recommandation de papa dans le but d'apprendre les langues. T'avais quel âge quand tu es parti aux États-Unis? J'avais 19 ans. 19 ans, comme un petit électron libre. Et du coup, tu arrives toute seule là-bas dans une famille d'accueil, c'est ça? Non, aux États-Unis, je suis vraiment arrivée comme un électron libre. J'avais déjà habité seule à Bruxelles, à Paris. Et puis donc aux États-Unis, donc mes parents me faisaient franchement confiance. Donc je suis arrivée dans une ville juste incroyable qui est Miami. Alors Miami, c'est un peu comme Dubaï. Tout le monde parle finalement que des strass et des paillettes. Alors que moi, ce que je retiens de ces 2 villes, c'est l'énergie. C'est le côté tout est possible. On y va, on casse tout. C'est ça. Vraiment. Et donc je suis arrivée là-bas et j'ai fait mon cercle. J'ai étudié l'anglais et petit à petit, une rencontre en entraîne une autre. Mais tu es arrivée toute seule? Toute seule. Sans connaissance, sans connaître personne? 0. Et combien de temps il t'a fallu pour commencer à intégrer des réseaux? Parce que finalement, tu arrives très jeune. Une femme, allez, avec une certaine prestance, très jolie. Comment ça se passe? Je veux dire, à un moment donné, t'es approché. Comment tu fais ta sélection, ton filtre pour aller approcher les bonnes personnes et pas te faire avoir par des mauvais groupes ou quoi que ce soit? Comment ça se passe? De manière générale, je suis quelqu'un qui... j'adore l'humain, mais je vais énormément analyser. Et donc, j'ai toujours senti les personnes à fréquenter et à moins fréquenter. Donc voilà comment ça s'est fait. J'ai rencontré une amie très fiable qui m'a introduit à son groupe et puis là j'ai trié. Mais j'ai été énormément dans un groupe de francophones à Miami au début, ce qui a facilité parce qu'au début il y avait la barrière de la langue, on va pas se mentir. Et donc tous ces gens cherchaient la même chose, créer un réseau, créer un groupe, créer une seconde famille parce que quand tu es aussi loin de ta famille, avec des horaires très différents, dans une ville qui est tellement en avance par rapport à d'autres villes en Belgique ou même à l'Europe, t'as pas le choix que de prendre le train, en fait. Et quand tu as quitté la Belgique pour aller aux States, là-bas, donc tu as vécu 1 an et demi, c'est ça? Oui, excuse-moi. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles pour toi là-bas? Quand tu es comme ça loin de ta famille, est-ce que tu
tu as des downs à certains moments? Est-ce que tu as eu des moments très compliqués là-bas ou de manière Je n'ai générale? eu absolument aucun moment compliqué là-bas. Mhm. Pourquoi, Fabio? Parce qu'en fait, je suis très indépendante, donc j'avais pas besoin d'être assistée pour faire mes courses, louer mon appartement, louer une voiture pour aller là, faire ça, etc. Mhm. Donc, absolument pas. Moi, j'ai senti cette énergie. Et en fait, aujourd'hui, mon voyage aux États-Unis a fait exactement la personne que je suis. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence, c'est d'avoir vu plus tôt que certains ce qui se passait ailleurs, Bah oui. quelle était la rapidité, la fast life. Et tout ça, ça a été un tremplin. Et comme dirait Rachid, le tremplin n'est pas cassé, j'ai vraiment jumpé. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, tu rentres en Belgique et là, ta première mission, c'est de t'occuper de cet hôtel directement. Oui. C'est ça. Donc, tu as quel âge quand tu t'occupes de cet hôtel? Alors j'ai 19 ans et demi, plus ou moins 19 ans et 19 ans, demi 20 ans. Oui. à la tête d'un hôtel le plus haut de Belgique, c'est ça? Alors non, j'ai pas commencé comme ça. Ah. En fait, l'histoire, elle est particulière. Donc en fait, cet établissement n'existait pas. Il y avait énormément de travaux à refaire. Honnêtement, quand j'ai été le visiter, je me suis dit, c'est la maison de l'horreur ici. Dis-toi Ok. que les portes étaient tombées, il y avait plus rien, il manquait une partie du toit, c'était catastrophique. Et donc, de ce challenge-là, on a d'abord fait des travaux pour pouvoir l'ouvrir. Et à ce moment-là, il était en effet géré par plusieurs personnes de la famille. On avait un directeur, etc. Mhm. Et moi, j'ai jamais été à la tête de l'entreprise tout de suite. Je n'ai jamais Ah. été éduquée comme ça. On m'a dit, tu veux, tu vas. Donc, j'ai commencé à la plonge. Mon père m'a mis à la plonge, en train de nettoyer des verres, des assiettes pendant des mois, des mois, des mois. Tu dois te faire respecter des équipes, tu dois savoir comment se passe le travail tout en bas de la chaîne. Et en fait, si tu veux, Fabio, j'ai fait tous les postes en 6 ans avant de monter comme DG. Donc, je n'ai eu absolument aucune place. J'ai pris la place de personne. Et donc, ma place, je me la suis faite moi-même parce que j'avais envie. Ça m'a vraiment permis d'avoir une énorme crédibilité auprès de mes équipes, mais ça m'a surtout permis de connaître de A à Z un secteur qu'est l'hôtellerie. Je trouve que cet enseignement est assez intéressant. Et fortement appréciable le fait de voilà que le papa, justement, cette éducation de dire, OK, tu commences tout en bas, tu fais la plonge, tu fais toutes les tâches difficiles. À la fois, ça te permet de te faire respecter des autres travailleurs. Ça te permet d'apprendre aussi chaque facette du métier. Et donc, on puisse pas te mettre en couleur quand on te dit ceci ou cela. Donc, je trouve sincèrement cet enseignement très admirable. Alors, c'est sûr que c'est pas facile, mais, euh, mais à la fois, ça te permet aujourd'hui, je pense, de te faire respecter par tout le monde. Et puis, tu es régulièrement présente dans ton business. Je pense que tu es souvent là, sauf quand on est ici à Dubaï. Mais ma foi, on travaille, tu On vois. travaille aussi, On oui. travaille, on avance. Et à côté de ça, donc tu gères aussi la boîte avec ton frère, donc la Localizy. Vous avez racheté un gros concurrent qui est Produit Web, Absolument. où vous avez tout réorganisé l'entreprise, etc. Comment ça s'est passé? Alors en fait, ça s'est passé que Localizy, on a créé ça mon frère et moi, d'accord? Donc en fait, mon frère, il a arrêté ses études supérieures. Et comment Localizy est arrivé sur la table? En fait, grâce à l'hôtel. Moi, je dis toujours, un projet en amène un autre. Ok. Il faut clairement le sentir. C'est-à-dire que l'hôtel avait besoin d'être médiatisé. La digitalisation, c'est tellement important, le fait d'être présent sur les réseaux, etc. Donc on avait besoin de ça. Donc mon frère a commencé à étudier là-dedans. Et puis, il a créé Localizy, qui est devenue une agence web. Et puis, 1 collaborateur, 5 collaborateurs, 10 collaborateurs, start-up qui a explosé parce qu'à l'époque, en fait, on était réellement une des premières dans notre ville. Et Liège, finalement, c'est quand même petit. Tu vois, alors il y en avait d'autres qui étaient là, mais le storytelling d'un jeune qui quitte l'UNIF, qui veut créer sa boîte parce qu'en fait, il y avait le besoin dans une autre boîte qui est le monde digital, etc. Et donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Et donc, on a créé ça ensemble. Mais moi, je t'avoue qu'avec l'hôtel qui me demande énormément d'heures en présentiel et en non présentiel, puisque je m'occupe aussi toute la partie travaux à l'hôtel et développement, eh bien, Guillaume a trouvé des équipes formidables et continue, en fait, ce développement. On a racheté, en fait, après notre concurrent, parce que nous, notre but, c'est de s'agrandir, c'est d'aller implanter Localizy dans d'autres villes, peut-être d'autres pays, on ne sait pas, on verra bien un petit peu où le futur nous mène. Et puis on a eu de nouveau cette opportunité de racheter une boîte qui était Produit Web, qui n'allait pas super bien, pour venir ajouter toute la partie création de sites, création d'app, etc., qui n'était finalement que la cerise sur le gâteau à ajouter à notre boîte. Finalement, vous aviez un besoin avec l'hôtel. Vous avez créé Complètement. le service. On l'a anticipé. Ouais, c'est très bien. Et comment ça se passe de ton côté? Je veux dire, allez, on dit souvent, on entend souvent plutôt que, je veux dire, c'est des marchés qui sont très concurrentiels, que ce soit l'hôtellerie ou quand même le web. C'est vrai. Comment on fait pour se différencier et tenir le cap par rapport à des secteurs aussi concurrentiels?
Alors, pour te parler de l'hôtellerie, en fait, mon constat, il a été assez clair. Le fait d'avoir travaillé dans tous les départements et d'avoir commencé à zéro, j'ai clairement compris dès le début ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Donc, ce qui veut dire qu'on a refait des travaux au début pour pouvoir l'ouvrir. On a eu énormément de monde parce que la zone dans la nature attire de manière naturelle, d'accord ? Et puis, quelques années après, j'ai clairement compris que cet établissement devait devenir l'hôtel phare spa 4 étoiles belge en pleine nature. Parce qu'évidemment, il y a plein d'autres hôtels qui existent en Belgique, mais qui sont plutôt en ville, etc. Donc ça, je l'ai senti. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde où les gens prennent le temps pour eux, prennent soin d'eux. Au jour d'aujourd'hui, on ne parle que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et on le sait, la vie personnelle prend même parfois beaucoup plus de place. Et donc, j'ai senti ça. Et je me suis dirigée vers un business model d'hôtellerie de spa. D'accord ? Et donc, on a développé tous nos travaux. Donc, il faut savoir que le domaine des Hautes-Fagnes, c'est quand même presque entre 1 à 2 millions d'euros d'investissement par an depuis maintenant une dizaine d'années pour que l'hôtel soit ce qu'il est aujourd'hui. On a encore ici 5-6 phases de travaux qui sont massives, qui vont arriver. On se dirige très fort vers le spa parce que, de nouveau, il a fallu se différencier des autres. Il a fallu se différencier sur le web, surtout avec des super vidéos, des super photos, montrer aux gens, vous devez venir vous détendre, c'est dans les Fagnes que ça se passe, c'est dans la nature que ça se passe. Donc, on a vraiment allié les deux. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a un établissement qui est complet à 80% de taux d'occupation sur l'année générale, des très belles communautés de 200 cas sur Facebook, etc. Et ça, je vais dire, pour une PME familiale, aujourd'hui, on se dit qu'on a fait le bon choix. C'est pas mal. Mais après, voilà, à la fois, quand tu es propriétaire d'une agence web marketing, parfois, c'est obligé que le marketing de l'hôtel et des autres business doivent être exemplaires. C'est certain. Ça aide. Ça aide. Maintenant, je vais quand même te dire qu'il y a encore beaucoup trop de personnes dans un tas de domaines qui ne se rendent absolument pas compte que le marketing, au jour d'aujourd'hui, si c'est pas présent dans ta boîte, honnêtement, tu es un peu à côté de tes pompes parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone en train de scroller en attendant un rendez-vous, avant de rentrer dans ta douche, quand tu es chez toi devant ta télé, ça n'arrête pas en fait. Il faut être hyper médiatisé, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent, justement, pour prendre le volet Localisy, web, marketing, parce que je suis dedans aussi, c'est mon domaine. Bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais ? Moi, c'est des choses que j'entends parfois, ouais, mais faire de la pub sur Facebook, non, plus personne n'est sur Facebook. Je ne sais pas si vous entendez ça parfois chez vos clients. Si, c'est vrai, on l'entend. Maintenant, je pense que les personnes qui ont un souci avec Facebook sont de toute façon des personnes qui ne croient pas en les réseaux sociaux. Et au jour d'aujourd'hui, il y en a encore beaucoup trop, surtout dans d'autres générations. Je respecte évidemment, mais à un moment donné, le train, il est là. Tu montes ou tu restes sur le quai. Et ces personnes-là doivent absolument changer leur mentalité parce qu'ils sont en retard, sincèrement. Donc, tout ce que j'ai à leur dire, c'est hurry up. Ouais. Pareil, au niveau des sites internet, moi, malheureusement, tu vois beaucoup des gens, ou alors ils ont des sites qui ont 10 ans, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est hyper important, justement, tu l'as dit, d'avoir des belles photos et des belles vidéos. Et je ne dis pas ça parce que j'ai la boîte Vidéo Passion, mais je le fais parce que j'adore ça et je me rends compte à quel point ça peut être totalement game changer dans un business, d'avoir justement, on parlait de valeur perçue tout à l'heure en off avant cette interview, à quel point c'est important quand tu as un business d'avoir une valeur perçue qui soit assez élevée parce qu'aujourd'hui, on mange avec les yeux. Mais on réserve aussi, je veux dire, un hôtel, on va d'abord regarder quoi ? Tu vas aller sur Booking, sur Airbnb, sur Abritel, peu importe. Tu vas regarder quoi dans un premier temps ? Les photos. La photo, les photos. Oui. Et tu sais, j'ai aussi des appartements en location courte durée qui sont notamment sur Booking ou sur Airbnb ici en Belgique et j'en ai eu au Portugal. Mais j'étais totalement à l'aise avec mes concurrents parce que quand je vois certaines annonces avec des photos mais éclatées, où l'appartement il est à moitié rangé mais des photos très sombres, etc., c'est un truc de fou. Et moi, j'ai aussi pu voir la différence parce que j'ai aussi des taux de remplissage qui sont assez élevés, mais simplement par des photos qui soient faites de manière professionnelle. Et aujourd'hui, hélas, on ne va pas prendre des hôtels parce que les hôtels, généralement, ils font appel à des professionnels. Et encore, sincèrement, nous, personnellement, on a 80% de taux d'occupation en direct. C'est énorme, mais ce qui est surtout énorme, et ça, c'est vraiment un chiffre à retenir, c'est que les sites comme Booking, comme TripAdvisor, comme Bongo ne représentent finalement que 10% de notre CA. Ça veut donc dire qu'on vend 90 ou 90% de réservations en direct grâce au bon marketing, grâce aux belles photos, grâce aux vidéos incroyables, au réel, au TikTok, au contenu qu'on fait sur les réseaux sociaux. Au jour d'aujourd'hui, celui qui n'y croit pas, mais sincèrement, qu'est-ce qu'il lui faut ?
Mhm. Tu vois? Et il faut juste rappeler que les marketplaces comme Booking, etc., c'est en moyenne entre 12 et 15, parfois 20% de Oui, commission. voilà. Alors, Voilà. alors, elles sont très bien. Moi, je pense qu'il ne faut absolument pas cracher dessus. En fait, elles aident qui au jour d'aujourd'hui, ces plateformes-là? Elles aident les personnes qui sont pas assez connectées. Voilà, parce que quand je parle avec des énormes hôtels qui sont sur Bruxelles et qui me disent, mais nous, on ne vend essentiellement que Booking. Mhm. Erreur, parce qu'en fait, s'ils font ça, ça veut dire qu'ils cassent leur prix une première fois pour pouvoir collaborer avec Booking. Mhm. Et puis, on vient de chercher 20%, Fabio, de commission. Mhm. Mais adapte ta stratégie marketing, vends direct, va chercher ce chiffre d'affaires que tu jettes à la poubelle et réveille-toi. Il y a un grave problème à ce sujet-là, tu Ouais. vois. Donc, tu sais, en tant que directrice d'hôtel et d'un hôtel d'une PME familiale, j'ai envie de dire que là-dessus, on a été très précurseurs. Et pour répondre à ta question, c'est ça qui a fait la différence. C'est d'allier vraiment la super bonne stratégie marketing avec cette très bonne, ce bon business model au bon moment. C'est ça. Et alors, je suis tout à fait, mais à 1000% d'accord avec toi, parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les marketplaces comme Booking, Airbnb, Abritel et tout ce qu'on connaît pour capter le client la première fois et puis travailler la rétention et la fidélisation pour que ces gens passent en direct par la suite. Encore faut-il avoir un vrai site web qui permet de réserver facilement avec les moyens de paiement, les calendriers connectés entre les différentes plateformes, etc. Mais je pense que vous avez totalement raison que de pouvoir travailler la communication d'un établissement comme ça de manière organique pour attirer des clients en direct. Parce que comment les gens vont connaître un tel établissement? Est-ce qu'ils vont le connaître via Instagram? Est-ce qu'ils vont le connaître en faisant des recherches et des requêtes sur Google? Alors vous, c'est particulier parce que c'est du spa. Oui, alors c'est du spa, mais c'est pas que du spa, hein. Donc pour rappel, nous avons 70 chambres. On a vraiment de la chambre double classique à 100 € la nuit, à la suite à 1000, la suite interactive. On a un spa de 2500 mètres carrés intérieur-extérieur, 2 restaurants et des salles de séminaire, mariage, etc. Donc attention, on accueille quand même tout le monde, mais on se dirige en effet très fort vers le spa, c'est sûr. Et c'est ce qui fait la diff. Ouais. C'est ce qui fait la différence, hein, tout à fait. Et vous avez également un ou plusieurs logements en Italie. On a une maison en Italie, donc ça c'est simplement notre maison à nous. Voilà, mes parents adorent les Pouilles, ils ne sont pas du tout originaires des Pouilles, mais ils adorent les Pouilles, donc ils ont simplement acheté une maison là-bas. Alors, oui, c'est incroyable, mais je dis toujours, les Pouilles, il y a 2 parties pour moi, il y a le nord et le sud. Alors aujourd'hui, tout le monde a un peu une maison dans les Pouilles, ou voilà. Non, nous on est plutôt dans le nord. C'est là que ça se passe. Le sud est encore très en retard. Donc voilà, et c'est là que ça se passe de nouveau. Pourquoi stratégie? Parce qu'en fait, on a acheté une maison, alors que tout autour, ils sont en train de construire des hôtels 5 étoiles. Voilà. Tu vois, tu as Louis Vuitton, etc., qui vient s'implanter. Donc, de nouveau, c'est un investissement, cette maison-là, tu vois. On sait ce qu'elle a coûté, on sait ce qu'elle vaudra dans 5 ans. Donc, actuellement, on en a une, mais il y en a bien d'autres qui vont arriver. Et on est complet de la saison d'avril jusqu'à octobre, tu vois. Donc, on est ravis. Est-ce que tu connais les 3 règles d'or en immobilier? Non, je ne les connais pas. Comment bien choisir un emplacement? Enfin, en tout cas, comment bien se positionner en immobilier? Non, je ne les connais pas, mais je suppose qu'elles sont dans ma tête, puisque... Alors, les 3 règles en immobilier, c'est 1, localisation. Localisation, oui. 2, localisation. Et 3, 3, localisation. Ouais, voilà, ok, ça va, j'étais dans le bon. Voilà, donc tu es dans le bon, mais effectivement, c'est important. Effectivement, en immobilier, si on en parle, de bien se positionner, parce que moi-même, je suis aussi propriétaire d'un terrain dans les Pouilles du côté d'Ostuni. Ah, super. Mais tu vois, on n'est pas loin. Ouais. On n'est pas loin. Voilà. Et dans le but de développer aussi un projet... à la location, les Trulli, les Masseria, enfin tout ce qu'on connaît. Enfin bref, ça c'était la parenthèse hôtellerie, marketing qui est quand même très intéressante finalement. Ouais. Écoute, tu es le bienvenu pour boire un café. Hein. Écoute, franchement, mais je vais réserver à l'hôtel déjà. J'ai envie de voir tout ça. Pauline, est-ce que dans ta vie, dans ta jeune vie d'entrepreneur, voilà, 31 ans 31 ans, oui, toujours jeune. Hein. Toujours très jeune, mais très affirmé, ça c'est bien. Est-ce que tu as déjà eu, malheureusement, l'occasion de rencontrer des échecs ou des grosses difficultés? Oui, c'est vrai que j'en ai une particulièrement. Donc, comme je le disais, j'ai commencé en bas de l'échelle au niveau de l'hôtellerie. Après quelques années, j'ai bien senti ce qui fonctionnait pas. Et en fait, j'ai adapté le business model. C'est-à-dire que j'ai changé littéralement tout, de A à Z, au sein de l'établissement. Dis-toi que même si tu as commencé en bas de l'échelle, même si tu t'es battu, tu resteras toujours la fille du patron. Et ça, c'est comme ça. Il faut vivre avec, et moi, je l'accepte totalement. On a eu certaines possibilités, mais les possibilités, il faut les fructifier, tu comprends? Et donc, quand j'ai changé tout ça, quand je me suis dirigée vers le spa, quand je suis partie vers un type d'hôtellerie avec plus de raffinement, avec plus de services, plus d'expérience, être extrêmement différent, j'ai eu
60% de mon équipe a dos, d'un jour à l'autre. Ils se sont tous mis contre moi en se disant mais qu'est-ce qu'elle souhaite? Et finalement, c'est une femme, elle a une vingtaine d'années, elle va changer nos horaires, elle va changer notre manière de faire, elle va changer le business model, elle veut des clients comme ça, comme ça. Et en fait, l'équipe m'a vraiment poussée à bout. Alors, c'est un sujet qui est assez sensible, mais moi, j'ose en parler parce que je suis quelqu'un d'assez honnête finalement. On parle beaucoup du harcèlement envers les employés. Moi, j'ai vraiment subi un harcèlement, un vrai de vrai, envers les patrons. D'accord? Et donc, ils m'ont vraiment poussé à bout de manière à ce que je lâche le bateau. Chez moi, il s'est passé tout l'inverse. J'ai eu une hargne encore beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que je savais pertinemment que l'idée que j'avais dans la tête, elle était bonne. Pourquoi? Parce que j'avais voyagé déjà partout dans le monde. J'avais habité dans d'autres grandes villes et j'avais vu ce qu'il se faisait ailleurs et ce qu'il ne se faisait pas en Belgique. Donc, j'ai vraiment surfé sur cette vibe. Qu'est-ce qui s'est passé? Une grande partie de l'équipe est partie. Il y en a d'autres qu'on a dû licencier, donc ça a été quand même assez complexe. On a eu là un harcèlement qui a duré plus ou moins un an et demi, tous les jours, Fabio, au sein de l'entreprise, des gens qui sont parents, etc. Donc ça touche, attention, toute génération, d'accord? Et je me suis relevée de ça, et je m'en suis relevée en doublant, triplant, quadruplant le chiffre d'affaires, et ça, tu vois, finalement, c'était la leçon, en fait, à retenir. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai une extrême bienveillance, en fait, avec mes équipes. Je déteste la méchanceté, j'accompagne les jeunes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on engage beaucoup de personnes qui ont la petite vingtaine, etc. Les gens sont quand même beaucoup plus sensibles. Ça manque en entreprise d'accompagnement. L'aspect social, il est vraiment au cœur de nos boîtes. Et donc, de par ce qui m'est arrivé, je mets un point d'honneur à ce que ça n'arrive absolument plus jamais au sein de nos entreprises. Et comment tu as fait pour gérer cette difficulté intérieurement en toi-même? Comment tu as fait pour gérer ça? En fait, intérieurement, j'ai toujours su que par rapport au business model, mon idéal était bonne. Voilà. Tu étais convaincue? J'étais sûre. Et en fait, c'est sincère, quand tu as une idée, il faut absolument foncer. Absolument foncer, bien s'entourer, mais foncer. Parce que si tu vas pas la tester, tu ne sauras absolument jamais. Et même si tu échoues, c'est pas grave. Ça va juste permettre de réaffiner cette idée, de faire mieux pour la prochaine. Donc, tu as impérativement besoin d'échecs pour que ça se passe bien. On peut pas dire qu'on a eu aucun échec au domaine des hautes-fagnes. Ça serait super prétentieux. Mais quand on s'est dirigé vers là et qu'on a vu, Fabien, en un mois, le chiffre d'affaires, il a doublé. Donc, à un moment donné, c'était ça où on allait le fermer, cet établissement. Tu comprenais? Tu comprends? Si on continue à écouter une team qui était là depuis back in the days et qui finalement n'avait peut-être plus sa place. Moi, je dis que le turnover en entreprise, il est très mal vu de manière extérieure. Moi, je trouve ça en fait finalement excellent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où les gens restent 25 ans dans une boîte. C'est plus comme ça que ça se passe. Au jour d'aujourd'hui, les gens, ils veulent des challenges et on dit toujours les jeunes, c'est pas vrai. Moi, j'engage des gens qui ont tout le temps entre 50 et 60 ans. Tu regardes leur CV, tous les 3 ans, ils changent d'endroit. Pourquoi? Ils veulent tester des autres patrons, des autres endroits, des autres business models, etc. Puis se mettre comme consultant indépendant. Qui a tort, qui a raison? Tout le monde et personne, en fait, finalement. Tu vois? Donc, ce turnover, c'est du sang frais. C'est des gens qui rentrent dans cette locomotive à grande vitesse. Et moi, je peux pas, en fait, imposer à mes salariés d'être tout le temps à fond. Et donc, moi, je suis à fond tout le temps. Donc, j'ai besoin d'avoir des gens qui sont à fond tout le temps avec moi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un turnover naturel. Et moi, finalement, je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent parce que tu es tout le temps en train de challenger, mieux manager, améliorer ton outil, apporter du sang frais, des gens avec des idées nouvelles, etc. Et c'est grâce à toute l'équipe qu'on en est là aujourd'hui. C'est rare qu'on entende ça. Parce que, effectivement, aujourd'hui, on se rend bien compte dans l'entrepreneuriat, dans les business, il n'y a plus personne qui fait carrière. Il n'y a plus de carriéristes. Tu vois, tant à l'époque, je veux dire à l'époque de nos parents, les gens, ils restaient 50 ans, enfin 40, 30, 40, 50 ans dans la même boîte. C'était des carriéristes. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que ça n'existe plus. Non, c'est vraiment un très grand débat. Moi, j'entends toujours au sein de mon entreprise, t'as vu, celui-là, il est parti, l'autre, il est encore parti. Et je leur dis, mais quelle est la valeur ajoutée de ce que vous dites? Si les gens sont partis, c'est parce qu'à un moment donné, ils étaient plus en adéquation avec la mentalité qui évolue. Ils ont eu quelque chose dans leur vie privée qui a fait qu'ils ont dû diminuer, changer, se rapprocher de chez eux, etc. C'est pas toujours lié à l'entreprise. Et ça, c'est super important. Mais non, mais c'est vrai. Je le rappelle tout le temps. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Alors, c'est sûr que quand tu perds des bons éléments, c'est sûr que c'est embêtant. Mais là est tout le challenge d'un bon GM, c'est de garder ces bons éléments. Et donc, nous, nos bons éléments, ils sont là depuis des années. J'ai un très faible turnover. Mais les gens qui travaillent en salle, en cuisine, au spa, tu sais, Fabio, c'est du lundi au dimanche, 7-7, 24-24. Tu peux pas imposer ça aux gens. Les gens, ils ont pas d'enfants, ils ont envie de faire ça parce que tu es bien payé dans l'hôtellerie. Ils ont envie de faire ça 2-3 ans, mettre des sous de côté. Puis ils ont des enfants, ils ont plus envie de travailler le week-end. Le turnover, il est naturel. Et moi, je dis à tout le monde, ça fait du bien aux sociétés d'aujourd'hui.
Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, tu as posté un reel, je pense que c'était hier, où tu as affiché clairement le salaire de chacun de tes salariés. Tu l'as mis sur la page, je sais pas, j'ai pas fait attention que c'était sur la page de l'hôtel ou c'était sur ta page à toi? C'était sur le TikTok de l'hôtel Le et TikTok de je l'ai l'hôtel. repartagé. Oui, oui, tout à fait. Voilà. J'ai jamais vu ça. Cette stratégie de pouvoir afficher comme ça, donc on voyait tous les corps de métier, de que ce soit la fille à l'accueil, le serveur, la plonge, les femmes, les prestataires de chambre, C'est enfin, ça. tous ces métiers, tu les as listés en vidéo avec combien ils sont payés. C'était quoi la stratégie derrière ça? En fait, la stratégie, c'est que au jour d'aujourd'hui, l'ORECA est un domaine qui est un peu noir. Les gens n'aiment pas l'ORECA. Tout le monde pense que dans l'ORECA, on fait des heures à tue-tête, qu'il n'y a pas d'accord et d'équilibre entre vie pro et vie privée, que les patrons font travailler les gens en dehors des heures, que c'est pas normal, ceci, cela. Il y a vraiment, ça a toujours été, je trouve, mais depuis le Covid encore plus. Et en fait, moi, je suis là pour dire stop. Ce que vous dites n'est pas vrai. Déjà, on est en Belgique. Donc, déjà, en Belgique, il y a des règles extrêmement spécifiques sur le nombre d'heures qu'un collaborateur peut faire par jour, par semaine, par mois, avec les heures supplémentaires, etc. Donc, il faut arrêter de croire que les gens font 80 heures semaine en train dans un restaurant. Ça, c'était avant. C'était la génération d'avant. Ça, c'est terminé. Moi, mes collaborateurs, ils font soit un temps partiel, donc moins de 38 heures semaine, et ils dépassent pas d'une minute leurs heures, ou ils font un temps plein. Et dans l'ORECA, tu peux aller jusque 50. 50, voilà, pour nous, c'est très peu d'heures finalement. Tu comprends? C'est ce qu'on fait Voilà, par jour. voilà. Donc, en tout cas, on fait beaucoup plus sur une semaine. Mais je comprends que chacun a son challenge. Et donc, ce côté noir, cette mauvaise interprétation du monde ORECA, moi, je me bats là-dedans parce que pour moi, c'est vraiment un domaine de passion qui est magnifique. Et un hôtel regroupe plusieurs types plusieurs jobs. Et les gens sont très bien payés, Fabio, et ils ont un super équilibre vie pro, vie privée. Et j'avais envie de dire, est-ce que vous savez que au jour d'aujourd'hui, une esthéticienne, chez moi, en temps plein, elle gagne pour 38 heures semaine, elle gagne 2200 euros net. Si elle fait un peu des heures sup, elle va chercher 2,5, 2,6. Pour une personne qui est esthéticienne, j'ai envie de te dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus que des infirmiers. Ah ouais. Donc attention, j'avais vraiment envie de remettre ça et d'aller un peu redorer le blason de l'hôtellerie. Alors, de toute façon, tous les salaires qui ont été affichés ne sont jamais des salaires au cent près. C'est une généralité. Bien sûr. Mais je vais quand même te dire que grâce à la vidéo aujourd'hui, on a reçu 50 CV. Mais c'est ça. Voilà. En fait, moi, dès que j'ai vu ça, d'ailleurs, je t'ai envoyé un message, Oui. j'ai dit, ah, c'est pas mal comme stratégie de recrutement. Parce qu'effectivement, alors je ne sais pas si les salaires que tu as affichés sont supérieurs à la moyenne dans votre domaine d'activité Pas ou du si tout. c'est un barème qui est Honnêtement, imposé. Voilà. c'était le minimum. J'ai pas mis plus parce qu'il y en a qui gagnent clairement le double. J'ai pas mis plus parce qu'en fait, j'ai pas voulu non plus trop les afficher, mes collaborateurs. On a eu évidemment l'accord de tout le monde pour faire ça. Mais voilà, j'ai mis manager dès 3 000 euros. J'ai des managers qui gagnent plus de 5 000 euros net Ah ouais. et qui font 42 heures semaine. Voilà. Mais j'ai vraiment bien kiffé la stratégie. Ça m'a donné des idées d'ailleurs. Mais je vous invite vraiment à aller voir sur la page, le compte TikTok des hôtels des Hauts-de-Fagne. Vous verrez, franchement, sympa. Est-ce qu'il y a d'autres strates comme ça auxquelles on doit s'attendre de ta part? Oh bah écoute, j'ai plein de petites surprises. C'est clair que j'aime faire du contenu un peu marrant parce que ça rend quand même un peu ta page fun, etc. Pas avec que de la promotion ou simplement de la communication. Mais oui, j'ai d'autres types de contenus où, par exemple, voilà, je rends le côté refus de congé un peu marrant parce que, ben voilà, au jour d'aujourd'hui, quand on refuse des congés, ça crée une tension entre le manager et le collaborateur. Ben, voilà, on a fait une vidéo la semaine dernière où nos collaborateurs avaient envie de jeter nos managers dans la piscine, ils les ont enfermés dans le frigo, dans la chambre froide, dehors quand il neige, dans les fagnes, etc. Mais voilà, c'est simplement pour dire que ben voilà, il y a des congés qui peuvent être acceptés et il y a des congés qui peuvent être refusés. Et quand c'est refusé, on sait qu'ils sont fâchés sur nous. Parlons-en, on est au courant, tu vois. Donc j'ai voulu rendre ça drôle. Est-ce que tu penses pas, peut-être sujet qui fâche, j'en sais rien dans le management, est-ce que tu penses pas que nous, en tant que chef d'entreprise, patron, DRH, peu importe, on est un peu tenu par les salariés? Si, c'est vrai. C'est vrai, dans un pays comme la Belgique et la France, et bien d'autres encore, mais c'est ceux que je connais le mieux en termes d'entrepreneuriat, les patrons sont clairement pas aidés. Je trouve ça regrettable, surtout que, bah voilà, comme tu le sais, moi j'ai habité dans d'autres pays et j'ai cette mentalité quand même assez méritocrate, américaine, etc., où je me reconnais absolument pas dans le système belge. Je suis ni extrême pour les patrons, ni extrême pour les socialistes, mais en fait, je suis juste là où
les gens veulent travailler. Et au jour d'aujourd'hui, les patrons sont extrêmement tenus. Un salarié qui n'est pas content, il va se mettre en maladie, il va avoir son salaire plein pendant autant et puis le taux est dégressif. Alors que moi, je peux te dire, et j'exagère si je dis des centaines, mais j'ai des dizaines de cas où j'ai les messages du salarié qui me disaient sur le côté, Madame Péta, si vous ne me donnez pas mon C4, je me mettrai en maladie. Et donc, des histoires comme ça, on en a énormément. Et je trouve que c'est important d'en parler. Et c'est pas, ça doit pas être un sujet qui fâche. Et oui, bien sûr qu'à la suite de cette vidéo, il peut y avoir des commentaires en dessous. Les gens diront, moi, je l'ai jamais fait. Mais on parle pas de vous. On parle d'une généralité. Au jour d'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui travaillent pas et qui profitent du système. Pourquoi ? Parce que les standards du système sont trop hauts. Fais comme aux États-Unis, diminue-le. Tu vas voir que les gens vont revenir sur le marché du travail et qui vont retrouver agréable aussi le travail. Aujourd'hui, pourquoi les gens ils veulent plus aller travailler ? Parce qu'en Belgique, tu as 1006, 1007 ou 1005 au chômage, alors qu'une caissière, c'est ce qu'elle a. Il y a un vrai problème, en fait. Alors, donner des choses aux gens quand ils ont des problèmes de santé, etc., ok, mais à un moment donné, un vrai problème, pas pour celui qui a juste pas envie de se lever le matin. Ouais. Voilà. En fait, tu as clairement bien résumé la situation. Moi, je me bats à dire que le problème chez nous, typiquement en Belgique, c'est que tes salariés, comme tu dis, une hôtesse de caisse ou peu importe, même d'autres métiers, peu importe, tu as en moyenne 1600, 1700, parfois 1800 euros net par mois. Jusque 2000. Au chômage, tu as la même chose. C'est ça. C'est quoi la différence ? C'est que quand tu es au chômage, tu es chez toi. Donc, tu ne dois pas mettre, si tu as un enfant en bas âge, tu ne dois pas mettre ton enfant à la crèche. Donc, tu économises aussi 300, 400 euros par mois. 400 euros, tout à fait. Tu n'as pas tes frais de déplacement, maison, travail, aller-retour 5 à 6 fois semaine. Donc, finalement, ça te coûte moins cher de rester chez toi que d'aller travailler. Et c'est ça qui décourage les gens. Moi, beaucoup de fois, j'entends, mais pourquoi je vais venir travailler ? J'ai la même chose en restant chez moi. Alors, ok, on pourra débattre en disant que tu n'aboutiras jamais à rien dans ta vie et que tu vas rester dans ton canapé et jamais t'évolueras. Ok, ça c'est ce qu'on aime bien entendre, mais le problème, c'est que il y a un problème. Il y a un réel problème chez nous en Belgique où, au chômage, tu peux gagner la même chose qu'en allant travailler. C'est horrible. Mais c'est ça. Mais je pense qu'il y a vraiment au jour d'aujourd'hui une scission entre les salariés et les patrons. Et je pense qu'il faut vraiment le dire. Il y a une scission. C'est-à-dire que les salariés pensent que tous les patrons sont richissimes et en fait qui surfent sur l'argent d'eux, alors que s'ils savaient réellement ce qu'on doit payer. Moi j'ai déjà pas pris de salaire pendant de très 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 longs mois. Mais ça, les gens ne le savent pas parce qu'ils se disent tiens, elle est bien habillée. Finalement, elle a un beau sac. Ça n'a rien à voir. Les charges au jour d'aujourd'hui, elles sont colossales en Belgique. Et donc, il y a vraiment une scission. Et en fait, c'est là que c'est dommage parce que finalement, il ne doit pas y en avoir. On doit tous se tenir la main. Pourquoi ? Parce que nous, en tant que patron, bon patron, parce que j'estime être quelqu'un qui fait tout pour mes salariés, j'aimerais les payer plus. J'aimerais leur donner tous 500 à 1000 euros. Mais détaxe-moi. Mais finalement, c'est ça que je comprends pas bien, c'est qu'en fait, ils entretiennent un monde extrêmement socialiste, alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est mieux payer les gens pour que les gens se sentent mieux dans leur travail, qu'ils soient mieux remerciés, qu'ils puissent mettre de côté, qu'ils puissent investir aussi, parce que ça fait aussi partie du package, mais on est tellement taxé qu'on peut pas le faire. Et après, on va te dire, oui, Madame Péta, vous, la masse salariale, vous faites super attention. Ben oui, parce qu'en fait, c'est un premier des bons indicateurs de boîte. Si ta masse salariale, elle est mal gérée, tu as perdu de l'argent. Mais c'est ton rôle, c'est notre rôle en tant que manager de bien gérer la trésorerie, les finances de l'entreprise. Et effectivement, on aimerait bien tous leur donner 500 à 1000 euros en plus par mois. Mais c'est pas possible. Non. Surtout quand il y en a une cinquantaine qui travaillent dans la boîte. Ou alors c'est voué à mettre la boîte en péril. À défaut, au risque. Mais pourquoi, Fabio ? Parce qu'il y a une réelle scission et il y a une méconnaissance au jour d'aujourd'hui envers le monde des salariés, de ce que vraiment le patron doit payer, de ce qu'il doit sortir pour faire du chiffre, etc. On s'en rend pas compte. Alors moi, il y a vraiment un point que j'aime aussi toujours mettre en avant, c'est que je suis très transparente dans les chiffres avec mes collaborateurs. Je leur dis ce que vous savez, ça, ce que ça coûte. Là, ton erreur, tu sais que ça a coûté 10 000 euros à l'entreprise ? Ok, regarde la facture, tu imaginais qu'on payait ça ? Est-ce que tu sais qu'on paye plus d'un million d'euros, machin, de taxes, de ceci, de cela ? Les gens tombent de leur chaise. Tu vois vraiment qu'ils se disent oh, comment c'est possible ? Mais oui, mais en fait, tout ça, c'est la réalité. Et c'est pour ça que c'est si compliqué et qu'être entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde parce que toutes ces choses à payer au jour d'aujourd'hui sont extrêmement méconnues. Alors que finalement, si tout ça était beaucoup plus transparent, je pense que les salariés
aurait beaucoup plus d'empathie. Mhm. Et je pense aussi qu'à un moment donné, les patrons pourraient aussi mieux les remercier en termes de salaire, d'avantages, Ouais. etc. Et là est tout le problème. Et je pense pas que ça va changer. Et c'est bien ça qui me tracasse. Est-ce que tu trouves que c'est normal de devoir justifier autant aux salariés? Sincèrement, moi, je suis quelqu'un de très transparente de base, donc ça me dérange absolument pas. Maintenant, on est dans un monde où on parle facilement un peu de tout, Ouais. tu vois. Alors, est-ce que c'est normal? Peut-être que si tu m'avais posé la question au début de ma petite carrière hôtelière de 12 ans, je t'aurais dit non. Au jour d'aujourd'hui, franchement, je vais te dire oui, parce que ils ne savent pas les choses qu'il y a à payer, tu vois. C'est une évolution avec le temps. C'est une évolution avec le temps. Parce qu'à l'époque de nos parents, Ils n'avaient aucune connaissance de tout mais, ça. et ils n'en voulaient pas. Et puis ils restaient là, ils étaient contents d'avoir un travail. Je trouve qu'aujourd'hui, 2023, estime-toi heureux d'avoir un boulot dans un environnement de travail qui soit hyper agréable. Voilà, je pense, en ayant des managers comme toi ou comme moi qui sont assez jeunes, assez sympas, assez ouverts d'esprit, parce qu'on peut parler avec nous. Tu sais, tu as des patrons, tu sais pas les aborder, tu sais pas en parler, tu sais même pas parler avec eux. Et tu sais que moi, j'ai eu mon agence de com aussi où j'ai managé pendant de très nombreuses années une dizaine de personnes. C'est ça. On avait le même âge. Moi, c'était un enfer. Oui. Vraiment un enfer, dans le sens où je me battais pour avoir des bureaux qui soient incroyables, un environnement de travail incroyable. J'étais pas vraiment... Je leur mettais pas la pression. Je veux dire, il y a des horaires, tu ouvres de 8h à 17h. La moitié, ils arrivent à 8h15. Ça m'emmerde. Mais en fait... Ça m'emmerde, mais ça te met en difficulté de leur dire d'arriver à 8h. Et ça, je trouve que c'est pas normal, tu vois. Je leur dis, mais tu commences à 8h, je veux que tu sois là à 7h55 et qu'à 8h, tu sois derrière ton bureau, prête à travailler. Prête. Mais en fait, c'est mal vu. En fait, la culture du travail aujourd'hui, elle se perd. Elle se perd parce que je pense que c'est plus dans les fondamentaux des gens, c'est plus dans l'éducation des gens. Alors, pas tous, hein, évidemment, attention, je fais une généralité. Mais ça démarre déjà de comment tu as été éduqué, de ce que tu as vu tes parents faire, etc. Je regardais la vidéo d'Emmanuel qui disait, voilà, moi, j'ai jamais vu mes parents dans le fauteuil, c'est normal de travailler le samedi, dimanche. Moi, mes parents, genre d'aujourd'hui, ils ont 60 ans, passés, ils travaillent toujours le même nombre d'heures que quand ils en avaient 30. Et c'est même moi qui leur dis, profitez quand même un peu de votre vie, mais je compte sur 2 mains le nombre de fois que je les ai vus affalés dans le fauteuil. On fait des réunions, des conseils d'administration chez moi à 22h, 23h. On est fatigué, on continue le dimanche matin, bam, bam, bam. Et les gens autour de moi me disent, mais enfin, comment c'est possible? Ben, en fait, il faut juste travailler plus que les autres pour avoir un résultat meilleur que les autres. Il n'y a pas 50 000 explications, c'est juste ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça se perd. Si tu viens en plus rajouter une politique qui va favoriser les gens qui ne veulent pas toujours spécialement travailler et qu'on va donner déjà un chômage qui est beaucoup trop haut, excuse-moi Fabio, mais les gens ne font finalement que croquer dans la pomme qu'on leur a tendue. C'est ça. Moi, je me rappelle des anecdotes et des petits croustilles. Quand j'avais mon agence, tu vois, il y a... forcément, j'ai ma femme qui est aussi tant impliquée que moi dans l'entreprise pour gérer tout ce qui est comptabilité, administratif, etc. Et puis, tu sais... sincèrement, j'ai pendant très longtemps pris le même salaire que mes salariés. On ne parle pas des avantages, etc. Ça, les salariés ne le savent pas vraiment, même si de temps en temps tu le dis, parce qu'il faut remettre comment on dit ça, les aiguilles, L'église au milieu du l'église village. Voilà, c'est ça. Mais regarde Céline, elle a encore un sac Louis Vuitton. Regarde Fabio, ils sont encore partis une semaine en vacances. Regarde avec quelle voiture ils roulent. Tout ça, c'est grâce à nous. Mais je dis, mais non, c'est pas grâce à vous. Enfin, je leur dis pas parce qu'ils... Voilà. Mais quand toi, tu es là de 8 à 17, quand tu n'arrives pas à 8h15 ou 8h20 ou 8h30 et qu'à 16h55, ton alarme elle sonne pour dire attention, dans 5 minutes, tu dois partir, c'est fini. C'est ça. Ou moi, ok, j'arrive à 8h, parfois à 9h, parfois même à 10h, mais je quitte pas le bureau avant 22, 23h, je soupe même pas parce que j'ai pas le temps. Et tu fais des heures, et puis tu rentres à la maison, et tu te remets encore sur ton PC à travailler, à faire des mails, à avancer, à faire ceci, à faire... Ça, tu vois pas. Non, je pense que dans la vie de l'entrepreneur, Fabio, il y a vraiment ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ouais. Et c'est évident, et c'est normal et naturel. Les gens vont toujours avoir un avis sur ce qu'ils voient. C'est-à-dire, tiens, ils t'ont vu en présentiel 4 heures, ils se disent que tu as travaillé 4 heures. Ouais. Mais la vie d'entrepreneur, c'est 7 jours sur 7, 24/24, dans tes pensées, avant d'aller dormir, quand tu prends ta douche, quand tu es en train de faire à manger, ça ne s'arrête pas. Les idées, le téléphone qui sonne, le mail urgent, etc. Le nombre d'heures, il est colossal sur une journée et il est colossal sur une semaine. Ouais. Et c'est tout ça qui fait que ça fonctionne. Alors oui, bien sûr que tu as le droit, à un moment donné, de partir une fois de plus en vacances ou de te griller certaines choses. Parce que tout ça, quand tu en parles très clairement avec tes collaborateurs, ceux avec qui tu t'entends le mieux, avec qui tu as vraiment un discours franc, tu sais ce qu'ils te disent, finalement, moi,
Ça m'intéresse C'est pas. pas pour moi. Et ben voilà, et attention, c'est très bien, il faut des patrons, il faut des salariés et il faut un bon matching. C'est juste que moi aujourd'hui, je déplore un petit peu finalement cette scission qui est entre les deux. J'aurais envie qu'on soit beaucoup plus main dans la main parce que sans eux, en tout cas moi, dans mes entreprises, sans eux, on n'est rien et je les adore, mais je voudrais juste parfois qu'ils se rendent compte de ça pour que ça se passe encore mieux. C'est ça. Écoute, je pense que tu as tout résumé. En tout cas, c'est vraiment enrichissant, ces partages d'expérience. Je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses à prendre. Pauline, aujourd'hui, 31 ans. Elle sera où, Pauline, à 40 ans? Alors, Pauline a 40 ans, je pense qu'elle sera beaucoup dans l'immobilier, beaucoup en consultance aussi au niveau de l'hôtellerie, parce que j'ai pas mal de demandes de petits hôtels qui tout doucement voient le jour, etc., et qui ont envie d'un accompagnement. Voilà, je pense que je me dirigerai vers là, certainement moins dans l'opérationnel de mes sociétés, parce que Pauline aussi, à un moment donné, va faire sa famille, je l'espère. Donc voilà, plus dans l'immobilier et certainement plus dans la consultance. Toujours en Belgique? Je pense que la Belgique fera partie de mon chemin, mais pas essentiellement à 100%. Ça, c'est Pauline à 40 ans. Et qu'est-ce que tu dirais à Pauline de 18 ans? Au jour d'aujourd'hui, si j'ai vraiment un conseil à dire aux jeunes, aux très jeunes qui sortent de l'école, c'est ne perdez absolument pas de temps. Ne dépensez pas votre argent dans des choses futiles. Investissez, travaillez comme des fous. Vous n'avez à ce moment-là pas de famille, pas de responsabilité réelle. C'est maintenant qu'on travaille, qu'on met son argent de côté, qu'on investit. C'est pas en s'achetant une belle voiture, c'est pas en délapidant. Et ce que tous les jeunes ont fait, je l'ai fait au jour d'aujourd'hui. Certaines choses, je les regrette profondément parce que la vie coûte très cher. Au jour d'aujourd'hui, acheter un bien, ça coûte très très cher, etc. Et j'aurais envie de dire, foncez. Ne vous dites pas, oui, je vais profiter pendant X temps. Non. On y va tout de suite, on ne perd pas de temps. Parce que si tu demandes à tous les entrepreneurs ce qu'ils aimeraient changer, c'est le temps. Très bon conseil. Si maintenant tu ne devais en avoir qu'un seul conseil, un seul et unique conseil à donner, par exemple, à une personne qui a 18-19 ans, soit qui veut travailler comme salarié, ou soit qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe le profil de la personne, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je poserai une question qui est très cash dès le début. Je lui demanderai en fait, écrire sur un papier l'importance qu'il a pour son travail et l'importance qu'il a pour sa vie privée. Et je pense que là sera vraiment la réponse. C'est-à-dire que si tu vas mettre 70% sur ta famille, faire des enfants, s'occuper énormément de tout ça, ce qui est extraordinaire, j'ai envie quand même de te dire, attention, parce que l'entrepreneuriat, ça va toujours un petit peu manger tout ça. C'est une réalité. Alors oui, les équilibres, vie pro, vie privée, ils sont totalement possibles, mais ils sont quand même possibles après, quand ta structure, elle est stable, Fabio. Et alors, toutes ces idéologies de se dire, mais c'est tout à fait possible. Écoute, moi, je rentre chez moi du travail, il est 20h, je reprends mon ordi, je retravaille 3-4 heures. Alors, parce que j'ai pas encore d'enfants, mais quand j'aurai des enfants et que mes enfants seront couchés, je ferai peut-être pas 4 heures, mais j'en ferai peut-être 3. Tu comprends? Donc, c'est quand même quelque part un sacrifice. Ouais. Donc, voilà ce que j'aurais à dire, c'est jauger un petit peu la différence, mais surtout, ne le faites absolument pas pour l'argent. Hein. Ça, c'est important, parce que l'argent, il vient après. Je confirme ce que tu dis. Pour ma part, on a attendu avec ma femme d'avoir revendu la boîte, d'avoir cette situation super stable pour penser à faire un enfant. Aujourd'hui, on l'a et on en est très content, mais ça aurait été vraiment compliqué avant. Et en fait, j'ai énormément de personnes autour de moi plus âgées qui me disent à chaque fois, je regrette de ne pas avoir vu mes enfants grandir. Et j'avais pas envie de ça. Mais c'est la vérité. De toute façon, ça, pour moi, c'est un peu du rêve. Moi, j'ai vraiment les deux pieds à terre. Fabio, j'aime pas trop qu'on soit dans un rêve en disant tout est possible. Bien sûr que tout est possible, mais tout est possible quand tu as les équipes, quand tu as la structure, quand tu fais le chiffre d'affaires nécessaire, quand tu peux aussi un peu lever le pied, etc. Parce qu'en plus, une femme, c'est elle qui va faire l'enfant. Une grossesse compliquée, va peut-être devoir arrêter, être alitée, etc. Donc, moi, tout ça, c'est des points très importants où j'ai réfléchi avant de mettre la machine en route, etc. Pareil. Parce que tu peux pas faire des enfants et leur consacrer 0 temps. Mais par contre, ton business, quand tu as des salariés, etc., lui, il attend pas. Il doit continuer tous les jours. Donc voilà, je pense que le conseil, c'est bien jauger l'importance qu'on a pour les deux. Comment est-ce qu'on choisit un bon collaborateur? Alors, moi, un bon collaborateur, je vais te le dire, je vais toujours choisir une personne qui est une bonne âme. C'est-à-dire une personne qui a un très bon fond. Et je vais 100 fois, 1000 fois préférer engager ce type de personnes que des personnes ultra compétentes. Parce que on peut améliorer les compétences, mais on peut absolument pas améliorer le capital de l'humain au jour d'aujourd'hui. Et toutes les personnes que j'engage sont des personnes qui commencent tout en bas de l'échelle, mais qui ont
une bienveillance Ouais. et une motivation et qui surtout va finalement aller dépasser les plus compétents. Et moi, c'est ma règle d'or. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu la connais. Cette citation que j'aime beaucoup, c'est « Ce ne sont pas tes aptitudes, mais ton attitude qui détermine ton altitude. » Et donc, moi, j'ai toujours matché ça dans ma boîte. Je ne vais pas engager une personne parce qu'elle a des compétences incroyables. Je vais préférer engager une personne parce qu'elle a la bonne attitude et parce qu'elle pourra devenir meilleure dans son domaine, effectivement. Et ça a été des choix difficiles. J'ai aussi dû licencier des personnes ou me séparer de certaines personnes, mais j'ai préféré garder les personnes qui avaient des moins bonnes compétences techniques, mais par contre une bien meilleure attitude. Et le problème, c'est que les gens qui sont bons et qui savent ou qui pensent savoir qu'ils sont bons, ils se croient un peu tout permis. C'est la vérité. Alors, des compétents, attention, il en faut. Voilà, un chirurgien, tu Bien as sûr. besoin qu'il soit compétent, on va pas se mentir. Alors qu'il soit un peu ou moins sympa, ça va pas spécialement changer. Ce qui va changer, c'est la compétence de la chirurgie, Bien sûr, non, mais on parle de manière de ce qu'il a générale, dû ouais. faire. Mais attention, c'est clair que les gens super compétents, ils le savent. Et donc, finalement, j'ai pas spécialement envie qu'ils me fassent danser leur danse, tu vois. C'est ça. La danse, c'est moi qui l'impose au sein de mon entreprise. Voilà. Et donc, je vais engager ces gens. Tu sais, j'ai quelques petites anecdotes. Une de mes managers qui, pour moi, a le plus grand des respects, elle s'appelle Alizée. Et j'espère que tu captureras ce moment parce qu'elle le mérite amplement. Elle a 22 ans. C'était mon IFA PME, donc stagiaire en alternance en esthétique. Au jour d'aujourd'hui, c'est notre spa manager, gestion de 20 personnes, et notre réception manager, réception de 8 personnes. 22 ans, 2 enfants. Cette personne est l'essence même que tu peux démarrer de tout en bas dans un milieu, et elle le dit la première, compliqué, pour finalement aller gérer presque 30 personnes à 22 ans avec 2 enfants. Parce qu'en fait, tu sais que quand je fais des réunions avec elle, ses enfants, elle les a dans les bras. Quand je fais des visioconférences, elle donne le biberon à ses enfants et elle me dit, Madame Péta, allez, hop, allez, on y va. Hein. Et elle combine les deux. Mais j'ai envie de dire, grand bravo, c'est un exemple. Et elle a 22 ans. Cette personne-là a 60 ans. Ça va être... c'est un exemple d'influence où je dis toujours, qu'est-ce qui a drivé Alizée ? Clairement, sa motivation, en fait. Elle a voulu tout casser, Alizée. Et elle a tout cassé. Et où elle en est déjà aujourd'hui, très prometteur. Bravo Alizée. Bravo Alizée. On peut la mettre en avant. Pauline, on va clôturer cet incroyable épisode, cet incroyable podcast. Encore merci à toi pour ta présence. Merci à toi. En plus, on est ici à Dubaï quand même. C'est chouette, les studios sont beaux, le setup est sympa. Pauline, je te laisse clôturer cet épisode. C'est toi qui va presque aller appuyer sur stop là, sur les caméras. Mais avant d'aller appuyer sur stop, je voudrais juste que tu prennes la parole. La parole est à toi. Tu dis ce que tu veux, peu importe quelle thématique, des choses qu'on a abordées ou qu'on n'a pas spécialement abordées, quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de partager. La parole est à toi, c'est toi qui clôture, tu as le mot de la fin, c'est parti. Alors déjà, je voudrais te remercier pour ce très agréable moment. Le mot de la fin, finalement, il y en a beaucoup, parce que moi, je parle beaucoup, mais j'ai juste envie de dire une chose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il faut foncièrement s'écouter, il faut aller au bout des choses, il faut travailler plus, il faut être beaucoup plus courageux, il faut avoir envie de révolutionner le monde et de ne pas se dire « oui, mais ça, c'est peut-être un peu trop, etc. » Non. Tout est possible pour celui qui le veut. Et j'invite évidemment les femmes encore plus à casser un petit peu ces barrières et à faire leur place dans ce monde qui est encore aujourd'hui beaucoup trop réservé aux hommes parce que c'est le positionnement qui est comme ça. Moi, je sais que j'ai une place qui est magnifique dans ce département, dans ce secteur masculin, où on m'accueille toujours les bras ouverts partout et où j'ai fait ma place de par la crédibilité. Et donc, à partir du moment où tout ça tient la route et que vous avez votre place, ça se fait tout seul, ça continue en fait finalement. Donc, n'écoutez pas toutes ces anciennes mentalités, ces anciens codes et autres. Faites votre place, soyez vous, croyez foncièrement en vos rêves et surtout, soyez indépendants. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Allez, super. Un grand merci. À très bientôt. Merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un petit like. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Posez toutes vos questions. Donnez-nous de la force à continuer. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. Salut!